ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les Rouges et Noirs. Il pleuvait hier sur le Roazhon Park et il pleut des matchs nuls sur le Stade Rennais. 2-2 hier face à Auxerre à la maison. C'est la 4e fois de suite que Rennes partage les points. La 5e déjà cette saison au total. La faute cette fois à une défense coupable, très coupable même, on va en parler, coupable d'erreurs grossières. Il en sera question assez largement dans le débrief et dans les flops vraisemblablement, vous l'entendrez. On parlera aussi du coaching d'Habib Beye, de son avenir qui s'obscurcit sans doute sur le banc rennais. On parlera aussi de la réception de Nice dimanche prochain dans cette émission. Ce sera à la fin de ce lundi, c'est Rosie. C'est la 81e et c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Salut tout le monde, à mes côtés aujourd'hui pour débriefer ce nouveau match nul du Stade Rennais. Je le disais, ça commence à faire beaucoup pour nos Rouges et Noirs. Ce match nul 2-2 face à Auxerre au Roazhon Park. Nos anciens joueurs, ils sont deux. Il est de retour hier après avoir commenté le match avec moi, Emilien Waflard. Salut Emilien, comment ça va ? Salut François, très bien. Alors, remis de ce match nul ? Oui, j'ai vu des bonnes choses, donc j'étais content d'être là et je suis encore content d'être là aujourd'hui. Mais très bien, mais je serais content que vous soyez là aussi, Emilien, puis on en parlera, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai vu des bonnes choses. Alors, il y a du négatif forcément, du côté des résultats, mais on a vu des choses dans le contenu aussi, même s'il y a aussi du oui, il y a du positif, je trouve. On en parlera, Pierrick, je sais que vous, Pierrick Hillard, qui est là avec nous, la légende du Stade Rennais. Salut Pierrick. Bonjour à tout le monde. Je sais que vous aussi, vous avez vu des choses un peu négatives, hein, la défense. Bon. Bah oui, surtout la défense. Oui. Défensivement, je crois qu'en ce moment, on n'est pas à la hauteur, donc on va en reparler sans doute. Je crois qu'on va en parler assez largement avec nos supporters également qui, je crois, vu les flops qu'ils m'ont donnés, on verra ça tout à l'heure, n'ont pas trop aimé la défense non plus. Vincent Gaillard, musicien malouin, Paramé Musique, c'est ça, alias ouais, Paramé Musique. Bonsoir à tous. Salut Vincent, comment ça va ? Très bien, impeccable. Un peu déçu du résultat d'hier, mais bon, écoutez, on a vu, il y a des choses positives, donc on va développer tout ça. Ouais, on va voir, on va en parler. Et Léo, vous étiez au stade vous hier. Léo Hamel est avec nous, chroniqueur Radio Roazhon. Salut Léo. Salut François. Ça va, vous êtes pas trop humide après ce match très pluvieux dans la tribune où vous étiez en plus, ça prenait pas mal la fin. Ça prenait un peu, j'ai mis le pantalon à sécher en rentrant à la maison, mais c'était correct. Et les larmes à sécher aussi ou pas ? Non, il n'y a pas de larmes qui ont coulé. Il n'y a pas de larmes qui ont coulé ? Non, il n'y a pas de larmes qui ont quand coulé. même, faut pas exagérer. Il n'y a pas de défaite d'ailleurs. Non, un des trucs entre guillemets positifs depuis le début de saison. C'est qu'on n'a qu'une seule défaite. Une seule défaite pour le Stade Rennais. Il n'y a que le PSG qui fait autant. Et le Stade Rennais, avec ce match nul, il a aussi gagné une place au classement, ce qui est un petit peu étonnant. Mais Rennes est désormais 9e après ce match nul face à Auxerre. Tout de suite, le résumé du match et on débrief juste après. Oh là là, attention la passe ratée de Quentin Merlin. Là c'est Sinayoko qui a failli dribbler Brice Samba. Ça va revenir sur un Auxerrois. Oh là là, catastrophique. Le but casquette encaissé par les Rennais. Quentin Merlin qui s'excuse, coupable là-dessus. Le latéral gauche qui a relancé alors que le reste de son équipe n'était pas prête. Qu'est-ce qu'il a fait Quentin Merlin ? Personne n'était prêt côté Rennais. Il a voulu donner à Brice Samba, sauf qu'il y avait un Auxerrois sur la route qui a d'abord essayé de dribbler Brice Samba dans un premier temps. Ludovic Blas, c'est parti. Bien joué. Oui. Breel Mbolo, pardon. L'égalisation rennaise. Signé Breel Mbolo. L'attaque en Suisse, magnifique. Qui est un peu seul quand même. Il y a une petite erreur de marquage sans doute. Est-ce qu'il gagne pas le duel en poussant un petit peu le défenseur juste avant ? Très bien tiré par Ludovic Blas. Très bien tiré. Très bien tiré dans une bonne zone entre le point de pénalty et les 6 mètres. Un peu au deuxième poteau. Ça fait un partout grâce à cette tête de Breel Mbolo. Il n'y a aucune faute au départ de la part de l'attaquant suisse. Il gagne son duel de manière légale, un partout entre Rennes et Auxerre après 18 minutes de jeu. Oh bien joué, le crochet extérieur de Blas qui va donner un terrain avec Rongier. Rongier pour Le Peul sur le côté droit, à l'intérieur du jeu, Le Peul s'y voit Rongier. Il a vu Mbolo qui va lui remettre, c'est bien fait entre Le Peul et Mbolo. Le Peul pour le côté gauche pour Fofana. Et le but Rennais. Magnifique mouvement, magnifique transition, contre-attaque des Rennais avec ce duo Mbolo-Le Peul qui se trouve de plus en plus. Le Peul qui décale Mbolo sur la droite, il lui remet à l'intérieur sans regarder. Il commence à se trouver les yeux fermés et Le Peul qui a l'intelligence de fixer un peu juste ce qu'il faut la défense auxerroise pour qu'un défenseur recule. Fofana n'est pas en position de hors-jeu, il n'a plus qu'à le décaler en une passe sur le côté gauche et il termine sous les jambes de Donovan Léon. Seko Fofana. Rennes passe devant 2-1 pour les Rouges et Noirs après 56 minutes de jeu. Mara à l'intérieur, attention, c'est bien fait avec Namazo dans la profondeur pour Sinayoko dans la surface rennaise, accroché par Rouault, penalty sifflé par Eric Vatelier.
Il touche la barre, Brice Samba là pour impressionner avec sa grande envergure. Le tireur auxerrois, Monsieur Vatelier a sifflé, c'est parti et c'est au fond. Il est pris à contre-pied, Brice Samba. L'égalisation auxerroise terrible avec cette erreur d'Anthony Rowe. De partout après 72 minutes de jeu ici au Roazhon Park. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Messieurs, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est le match nul de trop ? Je le disais, ce match nul donc, qui met Rennes aujourd'hui 9e de Ligue 1 avec 11 points. Pas largué non plus par rapport aux places européennes, mais Rennes fait du surplace. Comment vous l'avez vécu les uns les autres, Vincent Gaillard ? Est-ce que c'est le match nul de trop pour vous ? Est-ce que ça commence à faire trop ? Alors oui, ça fait trop parce que les scénarios se répètent, je trouve, depuis quelques temps. Mais encore une fois, ce n'est pas une défaite, même si ça peut quand même avoir aussi le goût d'une défaite. Parce que, ils ont tous un peu le goût d'une défaite. Oui, ça commence à faire beaucoup. Enfin, à part Lens, on a été quasi inexistant et on a carrément pu perdre même. Vraiment. Alors qu'on était en supériorité numérique depuis le début du match. C'est pas une défaite, mais il y a quand même des choses positives dont on va développer. Qu'on va développer, mais le nul de trop, Léo, peut-être Comme l'a dit Vincent, au regard des oppositions et des scénarios, et concernant les scénarios, j'exclus peut-être le match de Lorient qui était quand même très particulier. C'est la seule défaite à ce jour. Comment ? Qui est la seule défaite, tout à fait. Mais du coup, je garde une tendance à me dire que ça ne sont pas des défaites. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans le jeu. Et on reparlera du coup de ce qu'on évoquait juste avant au niveau du consensus sur l'aspect défensif. Maintenant, nul de trop, non, j'en suis pas encore là. 5 nuls cette saison, dont 4 après avoir mené au score. Alors, celui-là, il est un peu différent parce qu'à chaque fois dans les autres matchs, Rennes menait d'un but ou de 2 buts sans avoir été mené dans la rencontre et se faisait rejoindre. Là, il y a quand même aussi eu la partie réaction, on va dire, du Stade Rennais qui était mené 1-0, qui a réussi à repasser devant. Il vous fatigue, c'est nul, Pierrick Guillard, ou finalement, vu les contenus, on s'y... Oui, je pense que c'est un peu fatigant parce que ça vient quand même après un nul contre Nantes, un nul contre Angers, un nul contre Le Havre et un nul contre Auxerre. Et je pense que c'est quand même pas des grosses équipes et des gros calibres de Ligue 1. Donc c'est dommage et c'est inquiétant parce que je pense que ces petits points qu'on perd, on serait au classement, je pense qu'on serait même très très bien. Donc c'est vrai que c'est désolant de laisser des points partir contre, et encore, même si je suis un peu sévère, pas des grosses équipes de Ligue 1. Et je vais même aller dans votre sens très largement. 4 points pris par le Stade Rennais contre Lorient, Angers, Nantes, Le Havre, Auxerre, soit les 5 équipes qui sont placées de la 13e à la 17e place. C'est-à-dire que Metz, c'est la seule équipe, on va dire, du très très bas de tableau que Rennes n'a pas joué. Et aujourd'hui, Rennes n'a pris que 4 points sur ces 5 équipes-là. C'est sans doute trop peu, Emilien. On peut voir les choses comme ça. On peut aussi se dire qu'on a battu Lyon et Marseille. Donc Marseille, le leader de Ligue 1. Est-ce qu'on n'est pas une équipe qui est meilleure contre les bonnes équipes ? Sur des scénarios qui sont quand même assez... mais on a pris 4-0 sur un scénario qui est assez... tout à fait. On l'aurait sûrement pas perdu. Et si on regarde les contenus des matchs contre Lyon et Marseille... Oui, mais on avait vu des bonnes choses contre Marseille, par exemple, dans d'autres choses que du foot, mais dans l'abnégation, etc. C'était positif pour commencer la saison. La question, c'est les fragilités défensives maintenant, parce que ça y est, on va aller dans le sujet, on va dire, du négatif, parce que ce nul, vous le disiez Vincent, il a peut-être encore un peu un goût de défaite, même si Habib Beye disait non, je suis surtout frustré pour mes joueurs, celui-là a peut-être un peu moins un goût de défaite, il trouvait, lui, en tout cas c'est ce qu'il nous a répondu après le match. Il y en a d'autres où il disait oui quand on lui posait cette même question. Ces fragilités défensives, elles sont inquiétantes pour vous ou pas, Vincent ? Alors pour revenir sur ce qu'a dit Beye, il va pas non plus dire que parce que ça peut lancer un message négatif aussi auprès des joueurs. Ouais, après il le disait sur d'autres qu'elle savait le goût de défaite en tout cas. Ouais, aussi. Mais voilà, il dit ces erreurs, on fait trop d'erreurs, il voulait cibler personne individuellement, mais en même temps en disant on fait trop d'erreurs grossières pour... Même Rongier, à la fin du match matchs. aussi, on sent qu'il vise un peu quelques joueurs au niveau de la défense quand même. Et Blas aussi. On a eu Blas en zone mixte, il dit si on fait des erreurs comme ça à un moment... Ouais, mais c'est pas que l'erreur de la défense, c'est une erreur, pour moi c'est l'équipe entière. Il faut pas viser que la défense non plus, faut pas taper. Même sur ces buts-là, Léo, je sais pas ce que vous en pensez, parce que là ces buts-là quand même, l'erreur de Merlin, Pierrick Guillard, cette erreur de Merlin sur le premier but, c'est inadmissible.
Oui, on n'a pas le droit à ce niveau-là de faire des erreurs comme ça. À l'école de foot, un gamin me fait ça, on arrête tout et venez, on leur explique qu'on n'a pas le droit de faire une passe latérale au 16 mètres 50, carrément dans les pieds du blanc, et il n'y a plus qu'à marquer. Et à ce moment-là du match. Oui, alors, et en plus, oui, on le fait je à pense aucun moment. Mais... on rentre très bien dans ce match. En plus, on a la maîtrise, on est bien, on sent qu'on est pas mal. Et sur le première action auxerrois, ce qu'on fera pour nous, et on se met une balle dans le pied d'entrée, on se met une balle dans le pied. Ouais, vous dites à l'école de foot, ça c'est pas possible. Oui, et un gamin fait ça, et on arrête tout et on leur explique, et écoute, ne refais plus jamais ça. Emilien Wefflard, vous qui l'avez fait, l'école de foot du Stade Rennais, Pierre Quillard aussi d'ailleurs, on vous disait ça, il faut pas le faire quand vous étiez au centre de formation. C'est assez évident sans doute, mais en plus moi je dis ça parce qu'il l'a fait, Quentin Malin, bon l'idée n'est pas de tout lui remettre dessus, mais il fait cette erreur en plus. Il n'y a aucun de ses partenaires qui est concentré, qui regarde. Enfin, je veux dire, c'est un coup franc pour Rennes. Les autres joueurs sont pas prêts, ils s'attendent même pas à ce qu'il fasse ça. Il n'y a aucun joueur qui le regarde à ce moment-là. Et même le diffuseur ne regardait pas à ce moment-là. Voilà, le diffuseur n'était pas prêt non plus, le Real non plus. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Après, c'est des grosses erreurs qui peuvent arriver à n'importe quel joueur en soi. Mais oui, ça fait tâche. En fait, c'est dommage parce que, comme dit Pierrick, on commençait très bien le match. On est déjà une équipe en proie au doute. Alors, se mettre une balle dans le pied comme ça, je trouve ça dommage. Mais on a... Même Merlin lui-même, je trouve qu'il a fait comme si ça n'avait pas existé sur la suite et on s'est plutôt bien remis dans le match. Et même en faisant ça, on leur redonne l'occasion d'égaliser après, donc c'est un peu dommage. Merlin, il y a une stat terrible que je vous donnerai dans les flops parce que j'ai pris Merlin en flop, moi, donc je le dis maintenant. Mais il y a une stat assez terrible pour l'arrière-gauche au niveau européen. Sur la défense, je reviens, mais on en parlera aussi dans les flops, mais est-ce que ça vous inquiète pas globalement le niveau individuel de nos défenseurs cette saison franchement, Léo, non les mêmes qu'on avait encensés parfois la saison dernière, on en parlait tout à l'heure en antenne avec Vincent. Mais... Quand on regarde le déroulé de la saison pour l'instant chronologiquement, moi le niveau d'Anthony Rouault notamment me fait me poser des questions parce qu'il avait réalisé, je trouve, un début de saison où il était de mémoire positionné axe droit de la défense et où ça se passait plutôt bien. Et depuis qu'il est positionné axe gauche, qu'on soit dans un système à 4 ou à 2 défenseurs axiaux ou à 3 défenseurs axiaux, depuis qu'il est positionné à gauche, il est reconnaissable. Oui, reconnaissable, je sais plus trop. Méconnaissable. Méconnaissable, très bien. Merci beaucoup. Il est méconnaissable. Merci pour mon français. Il est méconnaissable et il a aussi dans le jeu un aspect très pardon, c'est péjoratif, mais très yaourt nature, quoi. En termes de ressortie de balle, en termes de prise de risque, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est peut-être pas ce qui lui est demandé dans les consignes, mais à ce niveau-là, moi, je trouve qu'on doit en attendre beaucoup plus d'Anthony Rouault, qui a vraisemblablement quand même un petit peu plus d'expérience que son compère Jérémy Jacquet. Qu'est-ce qui m'arrive Jérémy Jacquet. Donc on doit pouvoir en attendre plus de lui et puis concernant Jérémy Jacquet, peut-être que les autres développeront, mais on est aussi en droit d'en attendre plus de lui dans le comportement, je pense, dans l'attitude qu'il dégage, parce qu'il a beaucoup de talent. On est en droit d'attendre du contenu de sa part, et pour l'instant je trouve que c'est un petit peu trop flegmatique. Qu'est-ce que vous avez pensé du contenu et de son animation ? Parce que là, on a parlé du négatif, des défenseurs, on y reviendra sans doute dans les flops. D'ailleurs, dans les tops, vous parlerez sans doute aussi du système, Pierre Quillard. Mais sur le contenu, sur le jeu, quand Rennes avait le ballon, là, on a parlé des problèmes défensifs. Qu'est-ce que vous avez pensé sinon du reste du match des Rennais ? Comme je viens de le dire, l'entame de match pour moi est très plaisante. On a commencé à mettre de la maîtrise dans le jeu, d'aller vers l'avant. Il y avait des bonnes connexions entre joueurs, donc c'était pas mal. On a déjà, je crois, eu une bonne occasion à 0-0, une occasion franche. Donc on est bien. Donc on va pas revenir sur ce qu'on vient de dire. Malheureusement, il y a eu ce coup du sort. Et cette première mi-temps était bien. Après, on revient, on égalise, on a encore une ou deux occasions. Donc on est bien. Je pense que le système 4-4-2, moi je l'attendais déjà. J'attendais de voir ce système-là. Et je crois que d'entrée, les joueurs ont répondu présent. Donc voilà. Coup du sort, on fait deux grosses erreurs qui aujourd'hui, on le paye plein pot, quoi. Absolument. Emilien, le contenu et son animation, vous avez commenté le match avec moi. On a été parfois... très positif à l'antenne en parlant de ce que faisait le Stade Rennais. On va dire entre le moment du but du 2-1, parce que juste avant que Rennes marque le 2-1, c'est quand même Auxerre qui fait peut-être une meilleure entame de deuxième. Et jusqu'à l'inverse, au but du 2-2 Auxerrois, là on a un vrai quart d'heure de très grande qualité du Stade Rennais. On a vu des très belles phases de jeu, je trouve. Après, on voit que l'équilibre est fragile. Mais je trouve que, surtout Ludovic Blas, moi je l'ai trouvé étincelant, franchement. On va en parler, vous inquiétez pas. Tout passait par lui. Dès qu'il y avait des différences de fait, c'était sûrement grâce à lui.
Et Mbolo Le Paul aussi, c'est très rassurant parce qu'ils sont arrivés un peu tard sur le mercato et ils commencent à déjà très bien s'entendre, donc c'est très positif sur ce point-là. Vous savez quoi, vous avez parlé de Ludovic Blas, on va tout de suite ouvrir le sujet parce que nous, on l'a dit aussi hier, Emilien. Pour nous, c'était un des sujets évidents. Cette sortie de Ludovic Blas, moi, m'a semblé incompréhensible. Je voudrais savoir ce que vous en pensez les uns les autres, Vincent et les Pour lui aussi, je pense qu'elle était incompréhensible. Ouais, on va l'entendre justement, vous inquiétez Pour lui pas. aussi, et je pense qu'effectivement, il avait l'ascendant sur son adversaire direct. Et puis, depuis tout ce qu'elle a fait sur le début du match, la passe D, même techniquement, je le trouvais très, très, très bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Ludo Blas comme ça, et je trouve qu'il est pas encore à son top niveau. Sans doute. Mais s'il l'est, il va vraiment faire très, très, très mal. Mais, Il y avait même des gestes, des gestes techniques qui trompent pas. Quand un joueur aussi à l'aise techniquement fait ce genre de choses, ça veut dire qu'il prend confiance dans son match, etc. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, mais le problème sur Blas, il est pas là. Le problème sur Blas, il est dans la répétition, dans la durée. Parce qu'en vrai, on sait qu'il a le talent. Mais maintenant, Oui, est-ce mais qu'il là, est capable si on de le répéter sort ça sur au le- moment où il est en... Moi, je comprends pas ça. C'est le seul dans l'équipe qui est capable de faire ce Sur genre le de match en lui-même, différence. Je suis d'accord. Sur ce S'il sort, match-là, c'est oui. incompréhensible. Oui, mais il y a aucun autre joueur qui est capable de faire ça, même sur les autres matchs. Je vois souvent sur les réseaux, on parle souvent de ça, que Blas, il est inconstant, etc. Mais c'est le seul qui est capable c'est de le le faire. jour où c'est il est le leader bon, il technique. sort. Mais Oui. voilà. Mais il faut le laisser, il va peut-être rater un match. Bien sûr. Ok, Ouais, mais plus on va le mais laisser. il en rate pas, ça c'est fait quand même longtemps qu'il est là maintenant. Mais Quand il est arrivé, il y avait j'entends. d'autres leaders techniques. Et on aura Maintenant, il est tout seul. Absolument. aussi. Et on aura l'occasion de toute façon de reparler du Ludovic Blas parce que c'est le top quasi unanime Oui. de tout le monde. Je vous propose quand même, parce qu'on dit incompréhensible la sortie de Blas, on a chacun donné notre avis sur la question, qu'on entende l'explication d'Habib Bey, parce que c'est lui qui a choisi de sortir Ludovic Blas à ce moment. On est à la 80e minute, il le remplace par Moussa El Tamari. Écoutez pourquoi Habib Bey qui nous explique. Parce que j'ai trouvé que Ludovic, à un moment donné, avait baissé en intensité sur la logique défensive. Et donc, d'avoir un choix aussi d'amener un petit peu plus de profondeur sur ce côté-là, puisqu'on était assez orienté sur ce côté-là avec Kalidou Seydou. Et donc, je voulais amener de la profondeur sur cette logique-là. Mais Ludovic a fait un magnifique match ce soir dans ce qu'il a été pour l'équipe techniquement, dans son état d'esprit. Et je suis très content de son match. Donc ça, c'est l'explication d'Habib Bey qui parle de logique défensive quand même. On est à 2-2 à domicile à la maison contre Auxerre. Je vous propose d'écouter ce que dit aussi Ludovic Blas parce qu'on lui a posé la question. Bon, tu te sentais bien? Est-ce que tu as compris ta sortie? On a bien vu d'ailleurs pour ceux qui étaient au stade ou même qui regardaient à la télé que Ludovic Blas comprenait pas très bien sans doute pourquoi il sortait avec cette sortie. Ça, on peut lui reprocher aussi quand même, un peu nonchalante, un peu lente, on va dire. Alors Emilien n'est pas d'accord, mais on l'écoutera. Écoutez, Ludovic Blas nous parlait de sa sortie. Je me sentais bien et je savais que je gagnais le rapport psychologique avec mon défenseur. Donc c'était le moment d'appuyer, je pense. Après c'est comme ça reste des décisions, j'accepte et c'est le football. Voilà. Est-ce que vous êtes Léo, qu'est-ce que vous en dites? Amertume. Un petit peu. Un petit peu, légèrement. Mais c'est compréhensible. Ça se voyait sur le terrain. C'était pour le coup, depuis la 20 ou 30e, où il s'était vraiment lancé dans son match, c'était le meilleur sur le terrain. Et puis ça pose aussi la question, même si on en reparlera après, je crois, de la profondeur de banc. Parce que faire sortir Ludovic Blas pour faire rentrer Moussa El Tamari, contre qui j'ai quelques griefs malheureusement, ça pose la question de la profondeur de banc. C'est le sujet de mon coup de gueule, effectivement. Emilien, vous vouliez quand même défendre peut-être la sortie de Ludovic Blas un peu nonchalant? Il est frustré, il se retourne, il est surpris que ce soit lui qui sorte. Je m'en souviens très bien, même on en a parlé à l'antenne, il me semble. Il voit que le public l'applaudit, il applaudit, il check son coach, très bien terminé. Après, il a un peu d'amertume, dans les médias, il dit rien d'alarmant. Moi, je suis coach, je vois ça, je suis plutôt content, je me dis qu'il avait encore faim d'appuyer, comme il dit, sur le côté droit. Donc, non, rien d'alarmant, je trouve. A priori, c'est quand même pas un des plus grands fans d'Habib Bey dans le vestiaire. Non, mais voilà. Mais ça se sent. Moi, je trouve que ça se sent. Ouais. Ouais. Vous le sentez comment? Même l'attitude de Blas, de dire en interview, je suis sorti, voilà, j'accepte. Non, en fait, t'acceptes pas. Je veux dire. Mais s'il accepte pas, c'est encore pire. Là, il dirait encore plus fort. Mais oui, mais ça, là au moins, il protège quand même. Il protège quand même un peu son entraîneur. Je Il trouve. va pas nous faire une fan avec Sampaoli, quoi. Je trouve pas. Moi, ça envoie un message au coach en disant, mais je suis là. Non, mais s'il fait Compte ça, il sur sait moi. très bien que ça va mettre le feu Complètement. actuellement. Ouais, Je trouve que le timing aurait été très mauvais. Moi, de je le faire pense maintenant. que c'est ce dont on a besoin. On a besoin de joueurs de caractère, ce qu'on n'a Vous pas. voulez qu'on mette le feu, quoi? Non, c'est pas mettre le feu. C'est juste dire, bon, voilà, on est dans une situation pas simple, c'est pas catastrophique non plus, mais je suis là. Il a pas besoin Compte de le faire sur moi. publiquement, Pierrick, on vous a pas trop entendu sur la sortie de Blas. Qu'est-ce que vous en je pensez? pense.
Oui, j'écoutais Bay. C'est vrai qu'à un moment, il dit ses arguments, je veux mettre un peu de vitesse dans la Un peu de profondeur. profondeur. Alors que Serre va jouer bas en plus, parce Oui, que à 2-2, ouais. ils avaient Donc, pris leur c'est match. La vrai profondeur, que, c'est pas Blas, très compréhensible. Là, la c'est pas sa profondeur. grande qualité, la vitesse non plus, de Oui, mais percuter. on est d'accord, mais Par est-ce que vous avez besoin de contre, profondeur alors que vous êtes à 2-2 contre Serre, ils viennent d'égaliser, a Oui, oui, priori, oui. eux, ils vont jouer bas. Enfin, je veux Oui, dire, oui. c'est la profondeur. Donc, À la limite, mettre Altamari, mais laisser Blas sur le terrain, Oui, c'est oui. dont on parlait. voilà, ouais. Parce D'accord, je suis qu'il est d'accord. quand même dribbleur, Altamari, Oui. il peut faire des Et différences. techniquement, c'était lui qui est capable de Oui, donner voilà. le bon ballon à tout moment. Bon, c'est vrai que des fois, on comprend pas trop ces changements. Mais bref. Et ben voilà, on parle un peu d'Habib Beye. Sur les changements, là aussi, je vais en parler un peu plus tard dans l'émission. On fait beaucoup de teasing dans cette émission, mais on va parler d'Habib Beye. La question, c'est est-ce que vous le pensez capable encore de retourner la situation ? Parce que là, aujourd'hui, c'est nul s'enchaîne. Il y a quand même pas de défaite, mais on le voit, il est quand même très ciblé. Il est assez critiqué. Est-ce que vous le pensez aujourd'hui encore capable de retourner les choses et est-ce que c'est toujours l'homme de la situation, tout simplement, Vincent ? Je pense qu'il manque juste à cette équipe une confiance. Il manque de la confiance parce que techniquement, je pense pas qu'on soit à la rue, même techniquement ou n'importe. Mais pour moi, on n'est pas à la rue. C'est juste un problème de confiance. Et si Beye, qui est un bon communicant, je trouve, arrive à mettre ça dans la tête des joueurs et les mettre en confiance, je pense qu'on peut faire de belles choses. Habib Beye, Léo. Il subit un grand délit de sale gueule, quand même, Habib Beye, je trouve. Je suis Pardon assez pour d'accord. l'expression, mais un grand, Oui, moi, grand je délit pense de sale qu'il y a- gueule au il y a regard des de gens sur les réseaux sociaux qui ont une certaine influence qui utilisent pour clairement le chercher à le faire partir. Ouais, je le vois comme ça. Il subit ça au regard notamment de son passé de consultant, de très bons communicants, et on fait passer, je pense, sa compétence qui, à mon sens, n'est plus approuvée pour une forme d'arrogance. Et je suis convaincu qu'il subit ça aujourd'hui. Est-ce qu'il est encore l'homme de la situation ? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Pourquoi ça ne basculerait pas dans le bon sens ? C'est ça, Pourquoi on est encore basculerait sur forcément dans le négatif ? on est sur une ligne de crête aujourd'hui en fait. Ça peut basculer. Il faut voir de quel côté ça bascule. Mais les choses qu'on a vues face à Auxerre pourraient nous laisser penser que ça puisse basculer dans le bon sens. Sur Habib Beye, messieurs, Pierre Quillard. Oui, je pense que déjà, j'étais content qu'il change tactiquement de passer à 3 et de passer à un 4-4-2. Et j'attendais ça. En plus, la composition d'équipe, son équipe sur le papier, c'était à peu près l'équipe type que j'attendais. Je pense qu'en ce moment, c'est pratiquement le 11 type. Donc, et ils l'ont montré sur le terrain. Avec Même cette si entame. derrière, maintenant, on va se poser la question. Oui, sur les hommes. Oui, mais disons que déjà, on a montré un bon contenu dans ce match, de la maîtrise. Donc il peut faire basculer dans le bon sens, vous pensez ? Oui, je pense. Il D'accord. continue un peu sur la ligne qu'il a montré contre Auxerre. Maintenant, on attendre va plus pas de résultats, répéter ce qu'on a dit. Il faut qu'on prenne plus de maturité Voilà. derrière. Et des points aussi. Oui, des points et pas faire des fautes comme on fait et qui nous remettent des résultats à l'envers, quoi. Emilien, sur Habib Beye pour conclure. Je suis Et on ira totalement sur les d'accord tableaux, avec ce ça. qu'a dit Léo tout à l'heure sur Habib Beye. Maintenant, moi, je pense que c'est plus qu'est-ce qu'on attend, par exemple, d'un Jérémy Jacquet derrière. Il a 19 ans. On attend que ce soit lui le leader en le mettant axe comme ça dans la défense à 3. Là, c'était à 4, là. C'est à 3 dans la plupart du temps du match. C'est très hybride. On va reprendre ces mots. C'est très hybride. Très liquide. C'était 13 à 4. Moi, je pense que c'était à 4 aussi. J'ai revu des séquences du match. C'est vrai que sur le coup, je pense que c'est à 4. Après, voilà. Emilien. Mais c'est le leader de la défense, actuellement. Théorique, c'est vrai que quand on joue à 3, c'était lui qui était à axe. Anthony Rowe dégage pas du tout de leadership dans cette défense. Oui, mais lui, non. Le seul, sinon, il y a Brice Samba, c'est le seul, et Rongier devant lui qui, je trouve, en manque. Bon, écoutez, là, très bien, en fait, on a commencé les tops et les flops parce qu'on a cité les noms qui vont être très cités. Jacques Hérault, donc Vincent, vous aurez l'occasion de nous dire sur le leadership. Les tops et les flops, tout de suite. Les tops et les flops du lundi. Et on va démarrer par les flops parce que c'est encore un peu un nul au goût de défaite. Vous me donnez juste le nom pour l'instant ou les noms parce que vous en avez mis parfois plusieurs et je vous autorise, il n'y a pas de souci. De qui vous avez choisi. On va commencer par vous, Pierrick, votre flop. Disons, vous êtes le plus original d'entre nous. Oui, non, mais les flops, c'est vrai qu'on aurait pu tomber sur les défenseurs et dire. Mais justement, vous en avez choisi un autre. Donc, donnez-moi juste le nom et on va. Camara. Madi Camara pour Pierrick hier. Emilien. Rouault Rongier. Rouault Rongier. Léo. Si Rouault, je vais aller sur Jacquet. Non, mais vous
provoqué par Rouault, il est partout. Bon, bah, Rouault, Jacquet. Rouault, Jacquet, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez en donner plusieurs, et Vincent. Rouault, Jacquet également. On a donc les supporters qui sont d'accord. Et moi, c'est Quentin Merlin, mais j'ai déjà un petit peu tout dit sur Quentin Merlin. Voilà, moi, c'est pour l'énorme erreur individuelle. Et non, j'ai pas tout dit. Donc la stat. Que je vous ai vendu, la stat sur Elle est moche. Quentin Merlin. Ouais, elle est horrible. À ce moment-là C'était pendant le multiplex, donc j'ai regardé parce que c'est le diffuseur qui l'a donné à l'antenne. C'est le joueur qui perd le plus de ballons en Europe. Ouais. C'est pas flatteur. Non, c'est pas très flatteur, surtout pour un défenseur. Alors, sur le côté peut-être un peu plus compliqué, vous avez le jeu moins ouvert, mais c'est des stats d'attaquant. Hein. Joueur de champ ou joueur Joueur de champ, après. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont donné. C'est Ok. le joueur, ils ont dit c'est le joueur qui perd le plus de ballons en Europe. Ok. Et ça, c'est vraiment une stat de milieu off créateur, quoi. Enfin, le mec, souvent, qui a quand même le moins haut pourcentage parce qu'il va prendre des risques par la passe. Après, ça veut dire sans doute qu'il en prend quand même. Ça fait beaucoup de ballons perdus. Voilà pour la stat de Quentin Merlin. On va pas forcément débattre de lui. J'ai envie de vous entendre, Pierrick, sur Mady Camara parce que voilà, vous êtes le seul à être allé sur un milieu de terrain. Il vous a pas plu le match de Mady Camara? Non, parce que Camara, on l'a présenté comme un très très bon joueur, qui avait fait une grosse saison à Brest. Et là, je l'ai trouvé quelconque. Pas d'initiative vers l'avant, pas de casse pas les lignes. Et cette prestation d'hier vient après celle déjà où il avait été titulaire, je crois que c'est contre Lens, où je l'avais trouvé aussi Il est fade. quelconque. Ouais, on a l'impression qu'il sait pas comment se placer. Ouais, il est je vois qu'il est perdu, incroyable. Il prend pas de risque dans son jeu, aucun risque. C'est quelconque. C'était un peu mieux en fin de match. Ça montait, je trouve, quand même crescendo vers la fin du c'est match. insuffisant. Ah, mais je suis d'accord. C'est insuffisant. Bah, pour le coup, on parlait d'Hurt Nature pour Anthony Rouault. Mady Camara, il est très Hurt Nature. Hein. Et avec un Djaou Cissé qui reste sur le banc pendant 90 minutes en plus, après avoir fait des perfs avec les espoirs. Non, mais c'est pour ça qu'on peut se poser la question aussi. Et la gestion de Djaoui depuis le début de la saison continue de poser question. Hein. Après, sur le match d'hier, vous l'auriez mis où, Djaoui? Bonne question. Emilien Wefflard, on se l'est posé. Bah, au début, on s'est posé la question Quand il n'était pas titulaire. avant le match. On se disait c'était bizarre qu'il soit pas titulaire. Et au final, au vu du match, bah Fofana, je trouve, parce que ça, pour moi, ça se joue entre lui et Fofana, parce que c'est deux joueurs qui aiment beaucoup le demi-espace gauche un petit peu. Ouais. Et quand je vois le match de Fofana dans le volume de course, dans l'espace derrière Senaya, je suis pas sûr que Djaoui en aurait fait autant. Il aurait peut-être apporté autre chose forcément, parce que c'est un très bon joueur, mais je sais pas s'il en aurait apporté autant. Et Fofana fait un bon match, je trouve. Alors, hormis son but. Hein. Mais moi aussi, Même s'il avait pas marqué. j'ai plutôt trouvé. Mais alors, par contre, ça a été un des joueurs que j'ai vu le plus cité sur les réseaux comme ayant fait un mauvais match. J'ai un collègue fan auxerrois qui était au stade avec son fils, supporter du Stade Rennais, qui était pas content du match de Fofana aussi. Donc, Et Sur la Camara première fait un mi-temps, moins je suis bon d'accord. match. ah ouais, sa première mi-temps. Sur la Alors, première il y a mi-temps, des pour pertes de moi, balles, je je suis suis d'accord. d'accord. Techniquement, il y a. Camara fait un moins bon match que Fofana. Oui, oui. Largement. Oui, Je suis d'accord justement. avec toi. Non mais Fofana, je suis d'accord sur les avis qui puissent être donnés, qui peuvent être donnés sur le contenu global de sa prestation parce que et notamment dans l'association avec Merlin en première mi-temps, le couloir gauche rennais, c'est le côté à mon sens très déficient sur la première mi-temps. Et oui. Alors, et pourtant, au début, on passe beaucoup par là parce qu'on le dit à un moment, on voyait pas Blas jusqu'au moment où ça y est, on le voit et là, c'est parti pour son match. Mais au début, on passe beaucoup à gauche. En tout cas, au tout début vraiment du match. Mais il touche Après, trop, il se met à. il touche trop la balle, Fofana. Il C'est ma marotte. simplifie pas le jeu. Mais non, mais c'est vrai. J'avais Blas aussi là-dedans, même si hier. Bon. C'était moins flagrant pour Hier, Blas hier c'était parce moins qu'il a flagrant, quand même bah, été bien un peu sûr. plus décisif aussi. Enfin, techniquement, il faisait un peu plus la différence. Mais On va aller sur le rongier d'Emilien, si vous voulez bien. Parce que celui-là, je pense qu'il fait débat. Léo voulait ouais, je suis pas d'accord. voilà, débattre avec Emilien. Vous allez nous expliquer, parce que vous avez Rouault aussi, mais on va en parler de Rouault. Et on a déjà Pour moi, pas mal Rongier- parlé de la défense centrale. Mais Rongier, c'est pas, il fait pas un mauvais match du tout. Je le mets juste parce que pour moi, ça doit être le garant des leaders sur le terrain, parce que Samba est dans les buts, donc c'est un peu plus éloigné, c'est un poste différent. Rongier fait son match, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est lui, avec son expérience, qui doit sentir quand l'équipe elle vacille un peu. Mais Et- est-ce que l'équipe, elle vacille vraiment avant cette seule finalement situation auxerroise Mais ça, c'est un une erreur ressenti sur individuelle le qui fait terrain péno aussi. Oui. Mais vous aviez l'impression qu'elle vacillait avant qu'il y ait juste cette situation-là Bah, on fait pas un bon début de qui deuxième a période péno au final. Oui, c'est pas fou. Et quand on marque le but, on reprend l'ascendant, on se dit on va leur mettre 3-4-1. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'un leader doit faire en sorte que tout le monde reste concentré vraiment parce que c'est une équipe en doute depuis de nombreuses semaines. Vous voulez défendre Rongier ou vous comprenez mieux ce que voulait dire Emilien? Bah non, je comprends parfaitement du coup, parce que en l'occurrence, moi je place Rongier dans les tops au regard de son match et de l'impact qu'il a eu dans le match. Maintenant, sur la question du leadership, moi je considère que c'est quand même quelque chose de plus subjectif, mais j'entends complètement la position d'Emilien à ce niveau-là. Donc du coup, peut pas forcément y avoir de débat, parce que je pense que sur le Non, rendu du ouais, match, on est d'accord. C'était pas sur le match, voilà. Non, c'est ça. C'était Je pas pensais sur que la c'était sur le match, qualité mais du coup, c'est pas le cas. footballistique de Valentin Rongier oui. sur ce match-là. Je trouve qu'il fait un Oui, il fait un très bon bon match. match, un très bon match. Il fait un bon match. Et pour moi, sur la première mi-temps, c'est le meilleur.
Ok. Jacques et Rouault, on va aller sur les supporters, puisque c'est tous les deux la paire de la défense centrale, et moi aussi à l'antenne hier, j'étais bien dur avec les deux. Je vous écoute, messieurs, sur Jacques et Rouault. Vincent, pour démarrer. Alors moi, pour en revenir à ce que disait Emilien tout à l'heure, au niveau leadership, pour moi, il y a quelqu'un qui se dégage, c'est Halidou Seydou. Ouais, aussi. Et pourtant, Halidou Seydou revient de blessure et c'est celui qui a le moins de temps de jeu par rapport aux autres. Ouais, alors depuis qu'il revient, il joue à chaque fois. Hein. Il s'est reblessé, il joue pas, mais sinon il a joué à chaque fois. Il a joué dès qu'il pouvait jouer, il a joué. Il a la dalle. On voit qu'il a la dalle. Et et moi, j'aimerais bien le revoir en axe central. Central dans une défense à 2, Ajaccio. Oui. Ce qu'on n'a jamais fait, je crois, mais c'est vrai qu'il y avait le débat à l'époque. On l'a fait une fois l'année dernière, je crois. Parce qu'à Clermont, je sais que c'était son poste aussi. Il était mais dans central, une défense à 3. En défense à 3, mais sur un match qu'il a. Je sais plus si c'était en préparation ou un match officiel, je l'avais trouvé très très bon. Et puis même, on le voit hier, enfin, c'est quelqu'un qui a la hargne, qui se bat, contrairement aux deux autres défenseurs centraux qui sont Jacques et Rouault, qui sont, comme tu dis, c'est yaourt malo, quoi. Pas de pub, pardon, excusez-moi. Après, pour revenir à Anthony Rouault, est-ce qu'il a je sais qu'il a eu un problème perso il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer aussi ? Raisons personnelles, Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer aussi ? Est-ce qu'il est à 100% de pouvoir jouer pour le Stade Rennais ? C'est une belle question, on ne sait pas. Et à défaut, pourquoi pas mettre un Aïd Boudlal qui va revenir aussi, ou pourquoi pas un Brassier aussi ? C'est pas impossible qu'on voit Aïd Boudlal, à mon avis, dans les jours à venir. On a parlé de Rouault pas mal. Je voudrais qu'on parle de Jacquet parce que moi, et j'ai un ami qui m'a dit, je commence à me poser même la question de son potentiel, parce qu'on dit toujours il fait des matchs pas bons en ce moment, c'est pas le premier, hein. Le Havre c'était catastrophique aussi pour Jérémy Jacquet, et on s'est dit on dit toujours, on l'a toujours défendu en disant oui mais bon c'est le potentiel qu'il a, il a un potentiel incroyable, génial. Et moi on me dit mais en fait est-ce qu'il l'a vraiment, quoi, parce qu'à force de mauvais matchs, Pierrick, je vous dire oui. Est-ce que vous interrogez toujours sur le potentiel de Jacquet ? Oui, non, moi c'est fin de saison dernière, ils nous avaient montré des grosses qualités même. Il était impérial derrière. Son début de saison le match contre Marseille, il est énorme. Marseille, il est énorme, incroyable. Et comment on peut perdre cette sérénité, devenir fébrile. C'est pas le Jacquet que j'avais vu en fin de saison et en début de saison. Non, il a trop confiance, moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il n'est pas dans un fauteuil ? C'est ça. On a l'impression qu'il sait que sa place est acquise et qu'il en joue, il en surjoue en fait. Parce que pour le coup, le potentiel, à mon sens, on peut pas le remettre en question. Ouais, ça, vous en êtes certain. Ah, j'en suis sûr. Vincent aussi. Oui. Non, c'est sûr. Il nous l'a montré en plus. Emilien, sur la confiance, vous me disiez, il a toujours joué comme ça. Mais que c'est aussi sa force en fait. Moi, du coup, sa force. À un moment, Samba, il lui met un ballon, dos au jeu, il fait poitrine, il oriente le jeu, il fait une erreur derrière. Même on en parle à l'antenne. Mais il a que 19 ans. Il fait un mauvais début de saison, on n'a perdu qu'un match. Faut aussi remettre en perspective. Ouais. Ça veut dire que quand il va être bon, peut-être qu'il y a des buts qu'on va vraiment pas prendre du coup aussi. Non, moi je trouve qu'il est trop esselé dans le sens où on lui met beaucoup de responsabilités. C'est bien, mais ça fait un bout de temps qu'on n'a plus de bons défenseurs. Autant qu'il fasse ses erreurs maintenant. En tout cas, de défenseurs dont on est certain de la qualité. Non mais Naïef Aguerd. Mais voilà, mais vous vous rendez compte, ça commence à dater. Qui épaulait très bien Warmed Omari. C'était lui le leader. Mais Naïef, ça fait quand même un bout de temps qu'il est parti maintenant. On va aller sur les tops, si vous le voulez bien, messieurs, parce qu'il faut qu'on avance dans cette émission. On a déjà pas mal pris de temps et il nous reste pas mal de séquences. On va aller sur les tops. Il est quasi unanime pour ceux qui m'ont donné le nom d'un joueur. Pierrick, vous m'avez parlé du passage en 4-4-2. Sinon, pour tout le monde, c'est Blas. Voilà, donc je le dis, Ludovic Blas. J'avais positionné Rongier, moi. Rongier aussi ? Oui, j'avais mis Rongier. Mais mal lu. Non, oui, j'avais mis Rongier, mais on peut pas enlever le fait que Blas fait un gros match. Ah, vous m'avez mis Rongier ? Ouais, j'ai mis Rongier, ouais. C'est moi. Je suis un peu trop vite. Et vous, c'est le passage ? Non, oui, parce que je pense c'est un entraîneur intelligent. Il a bien vu qu'à un moment, son système à 3 derrière correspondait pas trop avec ses joueurs. Donc, il se met en 4-4-2. Donc, et comme on vient de dire, avec des bonnes séances pendant ce match. Donc, c'est bien lui, parce qu'il aurait pu rester sur ses idées et rester comme il l'a dit, à 3 derrière, voire à 5. Donc voilà, quoi. Le fait que Khabib Bey ait su s'adapter sur ça. Ludovic Blas, pour tout le monde, ça a été le meilleur joueur du match.
Il a mis du temps à se mettre dans son match quand même. Ah ouais, vous trouvez? Oui, c'est vrai. Il a quand même mis du temps. Enfin, il y a cette frappe qui est magnifique d'ailleurs, un super barrette de Donovan Léon. Sur une passe de Mais Rougier. juste avant d'ailleurs. C'est pour obtenir le corner qui donne le but. Exactement. Donc c'est les deux, c'est les deux actions qui se suivent. Maintenant, pour le coup, son premier quart d'heure, jusqu'au but de Brahim Mbolo, j'ai trouvé son début de match très très poussif. Par sa faute ou est-ce que juste on n'arrivait pas à le trouver Moi, je trouve que c'était du Ludovic Blas un peu dans le texte. Après, ça c'est du mauvais Ludovic Blas. Après, ça s'est réglé et au fur et à mesure que le match s'est avancé, il a pris l'ascendant complètement sur son adversaire direct et c'est vrai qu'on a vu un très bon match de sa part. Vous avez envie de le voir comme ça tout le temps, Vincent, Ludovic Blas? Ah oui, vraiment. Et encore, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas au top de sa forme. Il est même mentalement, je pense qu'il n'est pas au top, mais ça fait du bien de voir un Ludo Blas dans cet état-là. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'un Ludo Blas en forme comme ça, c'est quand il est le seul leader technique de l'équipe. C'est ce qu'il a été à Nantes, c'est ce qu'il a été à Guingamp, c'était le seul leader technique et là, pour moi, c'est le seul... Souvent, c'est mauvais signe quand Ludovic Blas est le meilleur joueur d'une équipe. Ouais, parce qu'on est dépendant de lui, on peut être dépendant de lui. C'est le seul leader technique tout Oui, court. là après, c'est pas de son fait, effectivement, c'est dans sa ça. construction d'effectifs. Mais... Et vous, Emilien Wafflard, vous luttez pour qu'il joue en fait tout le temps plus et qu'on lui donne les clés, quoi, clairement. C'est ça votre idée? Bah oui. Est-ce qu'on a le choix au final? Moi, je l'adore, mais est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. Et on aurait pu aussi ressortir le duo Mbolo-Le Paul qui est très prometteur quand même. Mais je trouve avec une passe D, un but pour, une passe D pour Le Paul, un but pour Mbolo. Le garant de ça. Vous avez fait des stats contre le Havre. Pour moi, le garant de ça, c'est aussi Ludovic Blas derrière. Eh bien écoutez, Ludovic Blas, on va lui demander comment il s'est senti. On lui a demandé, comment il s'était senti sur ce match. Écoutez, la fin de la réponse, notamment du milieu offensif rennais, c'est assez intéressant. Je me suis retrouvé aussi beaucoup dans des situations que j'apprécie, lancer et en 1 contre 1. Donc c'est sûr que quand je me retrouve dans ces situations-là, je prends énormément de plaisir. Donc ouais. Après j'étais un peu revanchard aussi de ne pas avoir joué la semaine dernière. Il y avait des petits messages quand même dans la zone mixte de Ludovic Blas. J'étais un peu revanchard de ne pas avoir joué. Alors il dit la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Amertume, toujours. Non mais il s'est piqué Ludovic Blas. C'est quelqu'un qui dit les choses dans zone mixte pour le coup, ça je C'est vrai le qu'il est reconnais. honnête. Ouais voilà, on comprend en tout cas ce qu'il dit. Il était revanchard, il n'avait pas joué du tout contre le Havre. Mais ce genre de message, vous en pensez quoi là? Honnête? Là Vincent, vous faites la moue un peu. En fait moi ça me gêne quand même qu'il joue à ce niveau-là parce qu'il est revanchard. En fait il faut que tu joues comme ça tout le temps mon gars. Mais ça, ce sont les numéros 10. Chaque numéro 10 qu'on a tous vu dans notre vie, c'est les mecs, si tu les mets pas en confiance, si tu les piques pas un peu ou quoi que ce soit, ils tombent. Emilien Wafflard. Moi, je retiens pas ça de ce qu'il dit. Je retiens qu'il aime les 1 contre 1 et les 1 contre 1, tu les as en jouant sur le côté, plus que dans l'axe. Et qu'il était trouvé lancé. Donc il dit faut peut-être plus voir quelque chose là-dedans après qu'il soit revanchard. Je pense que tous les joueurs, t'es pas titulaire, tu joues pas du tout. Oui, mais donc il explique quand même sa bonne performance par le fait d'être revanchard. Parce que la question, et moi ça me gêne un petit peu. Je comprends qu'il était revanchard de ne pas avoir joué, mais j'ai envie qu'il soit bon quand il est pas revanchard en fait, parce que s'il n'avait pas joué, il avait aussi fait des matchs. Bon, c'est en position de piston droit, c'est peut-être pas son jeu. Mais... Bon, voilà, pour le cas Ludovic Blas, qui était sans doute le meilleur rennais, on aura parlé de sa sortie, on aura parlé de comment il s'est senti de son côté revanchard. On aura pas mal fait le tour de la question sur Ludovic Blas et on va jouer maintenant tout de suite dans le lundi, c'est Rosie le quiz. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Avec comme d'habitude nos experts face aux anciens joueurs. Les experts, vous prenez la main en donnant votre nom, ancien joueur ou expert, à chaque fois pour répondre aux questions. Et les supporters, c'est supporters pour prendre la main. Et j'insiste parce que ça fait plusieurs fois qu'on oublie de prendre la main en donnant le nom de l'équipe. Ce sera un quiz thème OGC Nice. Donc Stade Rennais, OGC Nice, évidemment. Nice, on le rappelle, le prochain adversaire du Stade Rennais sera dimanche au Roazhon Park et sera à vivre évidemment en direct et en intégralité sur votre radio ici Armorique. Première question. Quel ancien Rennais a marqué dans la victoire niçoise face à Lyon ce week-end? Expert Sofiane Diop, bien sûr. Un peu plus vieux que vous, c'est pas votre génération non plus, je cherche. 1 an de plus. 1 an de plus. Génération Wilson Isidore. Oui. Voilà, il va falloir vous les avez croisés quand même donc au Stade Rennais. Premier point pour les anciens joueurs qui sont de mieux en mieux en ce moment. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a des bons anciens joueurs. Deuxième question. Quel était tout simplement le score du dernier Rennes-Nice? 2-0. 2-0 pour le Stade Rennais, absolument un partout. Qui avait marqué le doublé? Un de mes joueurs préférés. Doublé de Kalimundo, absolument mon joueur préféré. C'est pas bien, François. Il avait marqué un de pénalty. Il lâche sa veste. Il est parti maintenant.
C'est vrai, vous avez raison. Mais en plus, là, il va peut-être pouvoir enfin jouer à Nottingham Forest parce qu'ils ont changé pour la deuxième fois de coach et les deux premiers lui ont pas du tout donné sa chance. Lui ont pas du tout donné sa chance. Arnaud Caimando qui avait marqué un doublé face à Nice, absolument dans une victoire 2-0. Troisième question, quel ancien joueur rennais et niçois est aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve d'Auxerre que le Stade Rennais... d'Auxerre, pardon, je vais le faire avec une vraie voix qui déraille pas. D'Auxerre que Rennes a joué ce week-end. Il était très apprécié du public rennais. Il avait même eu droit à sa banderole du RCK au moment de son départ. Et il est pourtant le recordman de carton rouge dans l'histoire du Stade Rennais. Un supporter. Cyril Jeanechamp, absolument. Et oui, Cyril Jeanechamp, ouais. C'est les cartons rouges qui m'ont... Ouais, moi aussi. C'est pour ça que c'était l'indice final. Je l'ai donné à la fin parce que c'était plus évident. 2-1 pour les supporters. Quatrième question. Elle est assez longue, c'est un je suis, donc tout au long de l'énoncé, vous pouvez prendre la main et au fur et à mesure, je vais égrener des indices pour que vous ayez l'identité de ce joueur. Quel attaquant arrivé en provenance du club amateur de Passy-Ménil en 98 a débuté en pro avec le Stade Rennais, où il ne disputera que 3 matchs à l'époque de Paul Le Guen. Prêté par Rennes à Nice pendant 2 ans, il signe définitivement au gym en 2003. Son surnom est presque... le nom de l'équipe, c'est quoi déjà? Ancien joueur. Ancien joueur, et donc Et c'est Poussin, mais alors je veux Supporter. C'est moche. Le nom de famille, allez, je vous laisse encore quelques secondes. Pierre Équillard, Je n'étais point né. Il n'a pas la suite de Poussin. Bah, je l'avais, j'étais avec Paul. Mais Ouais, je suis d'accord. Poussin, Bah oui, mais- vous étiez entraîneur adjoint, vous étiez entraîneur des gardiens à l'époque, Pierre Équillard. Bon, allez-y. Christophe Poussin-Messelin. Christophe Poussin-Mélin, absolument. Je donne un demi-point chacun quand même, parce Ah, que c'est sans Pierrick, vous l'auriez peut-être pas eu aussi. Je donne la suite de l'énoncé, donc on est à 2,5, 1,5 pour l'instant. Donc la dernière question va être fondamentale, elle vaudra 2 points. Son surnom est presque plus connu et usité que son vrai prénom Christophe Poussin-Mélin. Et il a récemment gagné un tournoi de padel à l'Open Blow de Rennes lors du tournoi des anciens joueurs du Stade Rennais en duo avec Fabien Lemoine. Il était de retour à Rennes, mais il a surtout marqué l'histoire de l'OGC Nice avec, je crois, plus de 150 matchs avec l'OGC Nice. Poussin-Mélin, bien vu Pierrick Hillard, bien vu Vincent Gaillard. Dernière question, je suis le dernier joueur à avoir signé de Nice à Rennes. J'évolue toujours en Ligue 1, mais dans un autre club, ayant quitté Rennes il y a un peu moins d'1 an. Je me suis récemment qualifié pour la Coupe du Monde avec ma sélection, malheureusement dans un match où je me suis gravement blessé. Je vais être ancien joueur. Gouiri. Amine Gouiri, bien joué, la victoire des anciens joueurs. Magnifique, Pierre Équillard, les anciens joueurs qui ont déjà gagné la semaine dernière. Ça fait 2 semaines d'affilée dans le lundi sur Rosé que les anciens joueurs gagnent. Je pense que c'est une première. Bravo. Et donc je ne vous félicite pas, messieurs, Vincent et Léo Hamel. Bravo Pierrick, c'était le quiz tout de suite. C'est un peu la mode en ce moment, ce sera un coup de gueule. Le coup de gueule. Le coup de gueule de la semaine. Eh oui, désolé, c'est un moment de l'émission qui peut être normalement aussi dédié au coup de cœur, mais voilà, résultat du moment oblige, on est plutôt sur des coups de gueule en ce moment qui s'enchaînent. Un petit coup de gueule pas bien méchant sur les coachings récents d'Habib Beye, même si vous allez l'entendre, il se cache derrière peut-être ce coup de gueule une autre aussi grosse interrogation au-delà du coaching même du coach. On en a parlé, mais hier pour moi c'est absolument incompréhensible de sortir Ludovic Blas pour faire entrer Moussa Altamari, un joueur dont les limites sont d'ailleurs plus criantes que jamais jour après jour. 2 changements seulement aussi dans le match pour Habib Beye, dans une équipe qui a l'habitude de peiner en fin de match, dont le coach dit lui-même qu'elle a pu s'éteindre ces derniers temps à cause d'un jeu trop énergivore, à cause de la fatigue sans doute. 2 changements seulement, donc c'est dur à comprendre déjà. Mais sortir son meilleur joueur offensif de très très loin hier en expliquant qu'il manquait d'intensité défensive alors que la priorité absolue aurait dû être d'aller chercher un 3e but à 2-2 contre Auxerre à domicile, je le rappelle. J'ai du mal à comprendre ce coaching d'Habib Beye. Mais je me demande si le coach n'est pas aussi un peu responsable de fait des écroulements récents de son équipe avec des messages mauvais, envoyer des signaux qui sont mauvais. Ça, c'est un signal aussi de choix un peu étonnant pour le reste de l'équipe. Ça peut expliquer les écroulements en fin de match. Je pense qu'il y a eu la même chose à Nantes avec Attebourg. Je pense qu'il y a souvent eu des changements plutôt à tendance défensive qui n'ont pas aidé l'équipe. Mais à la décharge d'Habib Beye, il faut aussi jeter un coup d'œil au banc rennais. Hier, tout simplement, il y a 2 gardiens. Et déjà, quand vous avez un banc à 2 gardiens, c'est que l'effectif n'est pas forcément très long. Et dans le secteur offensif, vous avez que 3 joueurs, Kader Meïté, Moussa Altamari et le tendre Nordan Moukielé quand même. Donc ça fait pas énormément pour le Stade Rennais. Donc voilà, ça peut être aussi une excuse. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment des coachings en match d'Habib Beye? Je ne vous demande pas globalement sur le taf du coach et de l'effectif rennais, parce que il n'y a qu'un absent hier, c'est Przemysław Frankowski. C'est-à-dire que c'est pas non plus parce qu'il y a une avalanche de blessés que vous vous retrouvez avec un banc à 2 gardiens et 3 offensifs. Glenn Camara aussi. Et Glenn Camara, bien sûr. 2 absents. Mince.
Qu'est-ce que vous en pensez de la profondeur aussi de l'effectif? Alors moi j'ai deux choses par rapport à ce que tu disais sur les gardiens. Est-ce qu'on n'avait pas la même chose avec Gallon et Lambay qui étaient deux gardiens? Non, Lambay il était souvent là, mais il n'était pas sur la feuille de match. Il venait pour faire l'échauffement. Ouais, là, sur la feuille de match, okay. sur le banc, vous avez deux gardiens. Vous avez Akabou et Belazoug. Ouais. Ok. Silvestri, pardon, et Akabou, je crois. Oui, bah clairement, il y a un manque de profondeur, ça c'est évident. Et pour en revenir à ta question d'avant, c'était... Sur ces changements en match, est-ce que... Alors moi, c'est pas forcément sur les changements, c'est sur l'attitude, parce qu'il y a un truc qui m'a choqué au Havre, c'est à 2-0, il a dit calmer le jeu. À un moment, il a dit calmer le jeu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux calmer le jeu à 2-0? Si on peut en mettre un troisième, un quatrième, un cinquième, on y va. C'est une question de mentalité, ouais. Oui, c'est un peu ça va dans le sens ça. Un peu de ce que je dis aussi sur les changements finalement. Léo? Je suis d'accord sur la question de l'attitude et notamment le cas du Havre qui est un très bon exemple. Sur la question de l'effectif, la profondeur de banc, le manque de profondeur de banc, il est plus approuvé. On l'a vu d'ailleurs par l'entrée. Ouais, mais c'est fou parce qu'on a quand même dégraissé volontairement parce qu'effectivement il y avait un effectif trop large et finalement on se retrouve court quoi. Ah, mais c'est au regard aussi de la construction, de pourquoi cet effectif a été construit. Et si on en revient rapidement à cette question du système, Bay s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on l'a vu hier par rapport aux prestations des autres matchs où on s'entêtait à jouer dans un système à 5 qui produisait pas grand-chose offensivement et que hier, en ayant un système à 4, de manière générale, on produisait quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais on se retrouve à devoir jouer avec un Fofana ailier gauche. Et ça, c'est aussi dû à la construction de l'effectif pour jouer à 5. Mais qui est aussi une volonté d'Habib Bay. Mais oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a une responsabilité de Bay aussi là-dedans. Et pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied pour la suite de sa saison, enfin, à minima jusqu'à la trêve hivernale, si éventuellement on daigne s'intéresser à un ailier. Parce que ça m'étonnerait pas quand même que le Stade Rennais. Ça manque d'un ailier dans cet effectif, au moins d'un. Je pense que le Stade Rennais bougera cet hiver. Pierre Iquiard sur la construction de l'effectif, sa profondeur. On a tout dit. C'est vrai que lorsqu'on voit l'effectif, on a des manques quelque part. Et surtout, je prends l'exemple du match de Lens. Il a fait des changements à ses tours en deuxième mi-temps et il a fait rentrer quelques jeunes sur le côté. Mukiele, ouais. Et... un peu tendre encore, Mukiele. Oui. Après, bon, il faut les faire jouer aussi pour que les mecs... Oui, mais bon, c'est quand même très tendre. Et sa rentrée contre Lens est très très moyenne. Donc c'est là qu'on voit qu'on manque de profondeur de banc. Après, c'est un choix aussi. Je veux dire, on l'a encensé quand il a fait rentrer Méhité et qu'il a planté 2 buts contre Lyon. Il y a aussi eu des bons changements, des bons coachings. Oui, non. C'est pour ça, peut-être, Emilien, vous vouliez aller aussi sur les coachings, parce que c'est vrai que vous avez réagi sur la profondeur de l'effectif et c'était aussi un des points, mais il y a aussi les coachings en match. Emilien, ce que vous en pensez? Si je prends vraiment le match d'hier, par exemple, est-ce que quand on voit le banc et la construction du banc, on ne peut pas considérer Djaoui Cissé comme une arme offensive, étant donné sa qualité de frappe par en exemple, antenne. Par rapport à Mady Camara Mady Camara, j'étais d'accord avec Pierrick tout à l'heure, même à l'antenne, je l'ai dit, je crois que je trouvais qu'il faisait pas un très bon match avec le ballon. Il perdait énormément de ballons, etc. Mais dans le contre-pressing, peut-être qu'on ne voyait pas à la télé forcément, il était assez impressionnant avec Rongier. Mais je trouve qu'offensivement, il apporte rien, comme il pouvait apporter à Brest. À Brest, il était souvent décisif même, il faisait des très bons appels dans la surface. Il s'entendait bien avec on lui demande moins ça, j'ai l'impression, ici quand même. Je l'ai moins vu dans la surface, en tout cas. Il venait souvent compenser. J'ai l'impression que c'est Rongier parfois qui venait plus près de la surface, créer du jeu, mais pas pour rentrer dans la surface. Et Mady Camara qui était plus en compensation. Encore pour éviter une fois, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il a compris son poste? Est-ce qu'il a compris son rôle? Est-ce que les joueurs comprennent le coaching d'Habib Bay? C'est une autre chose. Quelqu'un sur l'effectif, il voulait ajouter quelque chose? On a beaucoup de blessés aussi au niveau de la... À l'académie? Ouais. Oui, pour faire monter des jeunes. Pour faire monter des jeunes, je suis d'accord, effectivement. Mais bon. Mais il y a un manque de profondeur, ça c'est sûr. Ouais. Et des liés, comme disait Léo. Ouais, des liés. Un des liés. Bay est tardif dans ses coachings aussi, on le voit. Et puis on revenait pour revenir 2 secondes sur le cas de Djaoui Cissé, comme le dit très bien Emilien, c'est un match hier où il faut le faire rentrer dans un rôle bien plus offensif et qu'on arrête de le faire jouer dans un rôle 6. Mais je crois que ça y est, Habib Bay, il avait joué 8 au Havre, déjà Djaoui Cissé. C'est exactement, vous me devancez, c'est ce que j'allais dire, il a joué 8 au Havre et on a vu que du coup dans un rôle un cran plus haut, il était beaucoup mieux. Voilà, il faut rester sur cette dynamique-là. Allez, il nous reste 2 minutes pour parler de la réception de Nice dimanche au Roazhon Park. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosy. Nice vainqueur de Lyon 3-2 ce week-end. Petit hold-up, je suis allé voir les stats. C'est Lyon qui a plus de 3 de XG, ce qui est énorme, et genre Nice à 0,6. Et ça fait 3-2 pour Nice. Nice qui restait avant ça sur 5 matchs sans victoire, toute compétition confondue, qui est à égalité de points avec le Stade Rennais au classement, 10e avec 11 points les Niçois, une défense plutôt en difficulté. Est-ce que vous avez peur là peut-être d'une équipe qui s'est relancée quand même en battant Lyon ou pas forcément?
Léo, je vous vois faire la moue. Il vous impressionne pas ces Niçois? Non, c'est pour le coup, pour rester sur ce yaourt nature, Nice, c'est la représentation du yaourt nature en Ligue 1. Ouais. Clairement. Mais ce club, globalement. Oui, le club de manière générale. Pour les regarder un petit peu depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou même d'ailleurs en Coupe d'Europe. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une équipe qui va juste, peut-être pas une équipe malade, mais une équipe qui va affronter un Stade Rennais qui est à son niveau. C'est deux équipes du même niveau, un niveau moyen, qui vont s'affronter. Pierrick, vous qui avez joué à Bastia, un des rivaux historiques de Nice, qu'est-ce que vous en pensez de cette OGC Nice? Oui, moi aussi, je trouve qu'ils ont eu un début de championnat très, très moyen, très difficile. Et bon, il y a ce résultat contre Lyon qui cache un peu 3-2. Le match n'était pas à cette... Exactement. Donc, est-ce que dans quel état d'esprit ils vont arriver? Mais je crois que c'est une équipe qui est à notre portée. J'espère qu'on va quand même réussir à gagner ces 3 points. Est-ce que c'est une dernière chance pour Habib Beye, là, Vincent et Emilien? Je vais vous mettre là-dessus tous les deux avant qu'on termine l'émission. Non, mais victoire obligatoire. Ouais, donc si on gagne pas, c'est pas vous gardez. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à la confiance. Okay. Si là on a vraiment fait un match nul, voire une défaite, c'est pas pour le cas Habib Beye, mais c'est vraiment pour la confiance de l'équipe, parce que l'équipe restera si Habib Beye s'en va. Ok. Emilien, est-ce que Habib Beye joue sa place là sur ce match? Non, je pense pas, et j'espère pas, parce que je pense qu'il faut de la stabilité dans ce club globalement. Oui, qui en manque terriblement. Mais il faut gagner, je suis d'accord avec Vincent. Ça ferait 4 points sur 6 en sortie de trêve internationale. On n'aurait toujours pas perdu au Roazhon. Ça effacerait un peu la déception du match d'Auxerre et ça nous lancerait pour la suite. Donc non, faut gagner. Faut gagner. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Emilien Waflard. Merci à toi. D'avoir été là dimanche et lundi. Merci Pierrick Hillard, merci Vincent, merci Léo. Et on se retrouve dans une semaine dans le lundi, c'est Rosie. Le lundi, c'est Rosie. Merci messieurs. Merci. Merci.